intellectuel avec une interrogation phare. Est-ce qu'un jour, l'Union européenne s'intéressera aux crimes de l'armée française sur le continent africain? Voilà, au moins, si on s'en tient, ne serait-ce qu'aux 20 dernières années, on pourrait en citer voilà, des milliers voire voilà, des milliers voilà, pratiquement de victimes sur le continent africain de l'armée française. À l'introduction de l'émission, on a évoqué notamment le cas de la Côte d'Ivoire. On était en 2004 avec les bombardements de Bouaké alors que Laurent Gbagbo décide d'une contre-offensive contre les forces rebelles qui occupaient alors le nord du pays. Voilà, il y aura une bavure des avions de type Sukhoi qui menaient l'offensive. L'armée française, dont la foulée, va en profiter pour clouer l'ensemble de la flotte ivoirienne au sol. Et au passage, les Ivoiriens, craignant une tentative de renversement de Laurent Gbagbo, vont sortir massivement dans la rue et tenter de traverser les ponts sur les lagunes pour rejoindre, pour protéger Laurent Gbagbo qu'il sentait alors assiégé en ce moment-là. L'armée française va ouvrir le feu, il y aura des milliers de victimes, des milliers de blessés et de morts. Et jusqu'aujourd'hui, on se demande toujours si un jour cela rentrera effectivement dans le décompte que semble faire l'Union européenne de ce qu'elle considère comme étant des exactions sur le continent africain. Pour en parler ce soir, Dr Dabarouth Boudjou est sur ce plateau. Vous êtes géostratège et on a l'impression, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy. Bonsoir aux centaines de millions de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média et merci de m'avoir invité pour la thématique. Alors, d'entrée de jeu, on a l'impression que les sanctions finalement sont essentiellement géostratégiques. Cela consiste ici plutôt à ternir l'image ou alors à tenter de briser un adversaire, beaucoup plus qu'à rechercher une sorte de justice ou encore d'équité. Justement, et le cas Wagner, justement, qui est au cœur de votre thématique, est une bonne illustration. D'autant plus que l'on se rend compte que quand on regarde l'ensemble, je dis pratiquement l'ensemble des sanctions dans le monde occidental, l'ensemble de ces sanctions est retourné vers les pouvoirs ou alors les systèmes qui ne marchent pas dans le sens des intérêts de l'Occident. Et pour cela, vous avez bien fait de citer un certain nombre d'exemples sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a des images qui existent, il y a des images d'archives qui existent par rapport à ce que l'armée française a ourdi en Côte d'Ivoire, parfois même contre ses propres éléments. L'élément que vous parlez, l'incident qui a contribué à ce que l'armée française détruise l'ensemble de la flotte ivoirienne, les enquêtes jusqu'à aujourd'hui qui sont pour certains volets couverts par le secret défense en France, démontrent clairement que la France avait une responsabilité, qu'en réalité, c'est la France qui a utilisé des mercenaires pour détruire, d'abord pour tuer ses propres hommes et ensuite a fait porter le chapeau au président Laurent Gbagbo pour pouvoir avoir un prétexte pour détruire la flotte ivoirienne. Pour cela... Et donc là, on parle des pilotes des deux engins Sukhoi oui. Qui auraient été donc retournés par la France contre le président Gbagbo, qui les avait à l'époque recrutés justement pour mener cette contre-offensive dans le Nord. La preuve en est, que les deux pilotes ont d'ailleurs été interpellés à la frontière au Togo. On les a laissés et l'armée française a donné, enfin la France, l'Élysée à l'époque avait demandé de les laisser partir. Qu'on les laisse partir, oui. Exact, justement, et beaucoup de familles françaises se sont rendues compte que, les vigiles, notamment les familles des soldats, se sont rendues compte que les corps des leurs qui étaient retournés en France, c'était des corps qu'on n'avait pas nettoyés. En réalité, tout était fait dans une certaine précipitation, comme s'il y avait une certaine volonté de maquiller un certain nombre de choses. Je veux dire, quand on est dans un contexte où la France elle-même peut ourdir ce type de coup contre ses propres enfants, entre guillemets, c'est-à-dire ses propres soldats, et pratiquement est à l'abri de toute sanction ou toute enquête pratiquement digne de ce nom. Puisque vous avez bien regardé que dans tous les éléments d'enquête, quand on a approché les gens qui étaient responsables à l'époque, c'est-à-dire M. de Villepin, Marie Alliot Marie qui était à l'époque ministre de la Défense, tous ont invoqué le secret défense. En réalité, pour ne rien dire. Je n'ai pas besoin de revenir sur les crimes de la France ici en Centrafrique, où plusieurs enfants ont été pratiquement violés, où les enfants ont été victimes de pédophilie avec un certain nombre de preuves, un certain nombre de témoignages. Et quand on a ouvert une enquête contre ces personnes-là, l'armée française a tout fait de rapatrier ces soldats en France et pour finalement prononcer un non-lieu. Je veux dire, il y a des milliers de victimes de la France comme ça sur le continent africain et même hors du continent africain, puisque j'ai regardé encore un petit documentaire ce matin parce qu'en fait, ce qui passe parfois inaperçu, c'est qu'en réalité, la France est l'un des rares États de par le monde entier
qui a encore des colonies, c'est-à-dire en dehors des colonies soi-disant indépendantes comme les États africains, il y a des colonies qui appartiennent entre guillemets à la France, notamment la Nouvelle-Calédonie. Et nous savons le nombre de crimes, le nombre de personnes qui ont été tuées en Nouvelle-Calédonie, toutes ces personnes qui demandent l'indépendance. Généralement, la France fait tout pour taire cela. Et justement, la grande interrogation, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, là, la France peut être sanctionnée de par les crimes qu'elle commet sur le continent africain ou qu'elle a commis? On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et dans cette édition également, nous tenterons de comprendre la faute à qui, peut-être la faute aussi à ces procureurs africains qui ne s'intéressent jamais justement à ces exactions. On parle des tribunaux militaires qui ne regardent pas justement ces tueries sur les populations civiles africaines. Je vais citer un cas emblématique ici qui fait énormément parler à ces jours. Il s'agit de ces Nigériens qui ont été tués alors qu'ils ont tenté de bloquer donc un convoi de l'armée française. Et il y a eu la sortie du président Bazoum qui demande entre autres qu'il y ait une enquête du côté de la France pour établir les responsabilités. Et du coup, ça paraît quand même assez incongru parce qu'on se demande finalement, est-ce à la France de venir dans un pays, sur le dans un État étranger comme le Niger, mener des investigations pour établir la vérité? En réalité, Guy, quand on voit le comportement du président Bazoum, on se rend compte qu'il a le comportement d'un grand traître de maison devant l'Éternel. Puisque d'ailleurs, la plupart des prises de position de ce président a été pratiquement contre les États africains, notamment le Mali, qui est pratiquement en difficulté ou en état de froid avec la France. Et n'oublions pas qu'en réalité, c'est Bazoum qui a ordonné, dans un premier temps, que les soldats nigériens tirent sur la population qui était en train de manifester, et pacifiquement, et les mains vides. Bazoum a ordonné de tirer, mais certains soldats nigériens ont refusé de tirer sur la population, car ce n'était pas dans leur mission régalienne. C'est là où la France, je crois qu'avec l'autorisation de Bazoum, là où la France a pris sur elle de tirer sur la foule. C'est vrai qu'officiellement, ils ont dit que c'était des tirs de sommation, mais on ne peut pas faire les tirs de sommation et certains des individus. Les tirs de sommation se font en l'air. Si ça atteint des individus qui a des morts, ça veut dire que vous avez visé sur la foule. Dans un contexte comme celui-là, moi je pense que c'est une grosse blague pour le président nigérien que de demander à une partie, pratiquement une partie belligérante à ouvrir une enquête. Vous ne pouvez pas demander à une partie qui est prenante dans un conflit d'ouvrir l'enquête. Cette partie ne peut pas être objective. Au pire des cas, les personnes les plus compétentes pour pouvoir effectuer ce type d'enquête, ce sont les juristes nigériens, c'est-à-dire un procureur de la zone où ce crime s'est déroulé, pouvait s'auto-saisir de cette enquête et ouvrir pour pouvoir établir les responsabilités. Vous ne pouvez pas demander à un État qui est à 6 000, 8 000 km du lieu où il y a eu cet assassinat, vous dites que ce sont eux qui vont quitter pour venir faire une enquête objective, alors que ces mêmes éléments sont partie prenante dans la situation. Merci à vous, Dr Delvaris Godjo. Je vous propose d'ailleurs de suivre la sortie du président Bazoum, une sortie d'ailleurs qui a été longuement attendue. On se demandait si à un moment donné le président Bazoum allait se décider finalement à réagir après ces incidents dramatiques. Je vous propose de suivre sa sortie et nous revenons derrière pour tenter de comprendre voilà, ce sentiment d'impunité finalement des soldats français malgré les exactions sur le continent africain et ce silence qu'on peut considérer quelque part comme complice de l'Union européenne. Le 27 novembre dernier, la ville de Terra a été le théâtre d'événements malheureux ayant causé la mort de 3 jeunes. Je voudrais réitérer ma compassion à l'endroit de leurs familles et prier Dieu pour le repos de leurs âmes. Ce qui s'est passé résulte de dysfonctionnements fâcheux. En effet, le dispositif de maintien de l'ordre mis en place à Terra pour assurer le passage du convoi militaire français en route pour le Mali a été largement insuffisant. J'ai ordonné une enquête par nos services compétents afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités. Cette enquête va également permettre d'identifier ceux qui ont organisé cette manifestation illégale
et qui porte la responsabilité morale de la mort de ces jeunes. Car ce que les Nigériens doivent savoir, c'est que ce convoi est déjà passé 31 fois par Terra sans la moindre petite difficulté. Un convoi de ce genre, quittant N'Djamena, la base de Barkhane, pour Gao, a toujours traversé le Niger de Ningimi à Aïrou sans encombre. En vérité, ce qui s'est passé procède d'une manipulation orchestrée à travers les réseaux sociaux par des personnes dont aucun fils ou frère ne pouvait être exposé au moindre risque à Terra. S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Mes chers compatriotes, comme président de la République, mon premier devoir est d'assurer votre sécurité. Pour cela, dans le contexte de l'insécurité qui prévaut dans toute notre sous-région, j'ai besoin de forces de défense et de sécurité nombreuses et bien entraînées. C'est pourquoi, conformément à leurs vœux elles-mêmes, nous avons privilégié la formation de forces spéciales possédant des capacités élevées du niveau de la terrible menace à laquelle elles sont exposées. Nous avons signé des accords avec des pays qui mettent à notre disposition des experts qui assurent cette formation. Ceux qui sont opposés à cette coopération sont, je ne sais s'ils s'en rendent compte, des alliés objectifs des terroristes qui, eux, ont intérêt à ce que notre armée soit faible. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude aux États-Unis d'Amérique, à la France, à l'Allemagne, à la Belgique, au Canada et à l'Italie, dont le concours remarquable a contribué à améliorer considérablement le niveau de nos forces ainsi que leurs équipements. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à la République sœur d'Algérie pour le soutien constant et multiforme qu'elle apporte à notre pays dans son combat contre le terrorisme. Mes chers compatriotes, je l'ai toujours répété, je ne compte sur personne pour qu'ils se battent pour nous à notre place. Je ne compte que sur nos forces, mais nécessairement dans le cadre d'une coopération avec nos alliés dont l'action ne vise qu'à combler nos lacunes du moment. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, l'intérêt de notre pays réside dans notre capacité à regarder tous dans la même direction afin d'éviter les conflits intercommunautaires d'une part et renforcer notre cohésion nationale d'autre part. C'est à cette condition que nous traverserons cette zone de turbulence par laquelle passent les pays du Sahel depuis un certain temps. Les postures politiciennes n'ont pas lieu d'être face à ce défi si dangereux. En ce qui me concerne, conformément à l'éthique inhérente à mes responsabilités, je ferai tout ce que je dois faire pour renforcer notre cohésion nationale et faire en sorte que notre pays soit plus uni, plus fort et qu'il sorte à terme vainqueur de cette épreuve.
Retour sur ce plateau, le président Bazoum qui s'est enfin exprimé sur cet incident donc survenu au passage d'un convoi de l'armée française. On est allé un peu très vite tout à l'heure en déclarant très rapidement qu'il avait demandé que l'enquête soit faite du côté, par des Français qui étaient impliqués. Que cela soit fait côté français, eh bien, le président Bazoum précise très clairement qu'il a demandé qu'une enquête soit menée par les services compétents. On suppose ici qu'il s'agit des services nigériens qui devraient donc faire toute la lumière sur ces incidents. Et on se demande quel moyen pourrait-il avoir, notamment pour contraindre à témoigner voilà, des éléments de cette force-là qui définitivement ne sont plus sur le territoire nigérien, le convoi ayant déjà traversé le Niger. En réalité, moi je pense que tout ça c'est du subterfuge, Guy Fondop, parce qu'en réalité, le théâtre de cette opération était permanemment surveillé par les drones de l'armée française. Avant que tout cela n'ait lieu, il y a quand même les projecteurs qui étaient tendus vers ce convoi-là. Car depuis ce qui s'est passé au Burkina Faso, tout le monde savait déjà quelque chose de plus ou moins similaire pouvait se passer. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une enquête, on n'a pas besoin de regarder le midi à 14 h pour être au courant, pour savoir qu'il y a eu des milliers de Nigériens qui étaient massés dans leur pays, qui étaient en train de manifester pacifiquement, et que l'armée française, qui est une armée étrangère, qui est une armée d'occupation, a ouvert le feu contre le peuple nigérian dans leur propre pays. On n'a pas besoin d'être marabout. On n'a pas besoin d'une enquête particulière pour être au courant de cela. Ils ont ouvert le feu, il y a eu des morts. Parce que ce n'est pas la population qui a tiré. Le feu venait du côté des belligérants qui étaient armés, de leur convoi là. Moi je pense pas que le président Bazoum, avec ses comportements, ne démontre clairement qu'il a son parti pris. Et nous savons qu'il a son parti pris, d'autant plus que lui, il défend les intérêts de la France. On le voit comment il est en train de pratiquement tout faire pour défendre les intérêts de la France. Mais dans un contexte comme celui-ci, moi je ne crois pas que cette enquête puisse aboutir à quelque chose. Et même si ça aboutit, je doute très fort qu'il puisse avoir des sanctions. Pour ça, on a des exemples. Regardons tout, il y a de cela quelques années, ici au Tchad. On a vu comment les Français sont venus arrêter ou kidnapper des centaines d'enfants tchadiens, soi-disant pour un but humanitaire pour rentrer avec eux en France. Ils avaient été arrêtés par les autorités tchadiennes à l'époque. Le président Déby avait pris un certain nombre de mesures pour que ces personnes puissent être sanctionnées. Mais le président Sarkozy, le président français à l'époque, a pris son avion, il est parti à N'Djamena, il est rentré avec eux. Alors que tout était flagrant. C'était totalement flagrant. De prendre les enfants, on dit que non, c'est les enfants. Alors qu'aux parents, ils ont raconté toute autre chose, que c'était les orphelins. Alors qu'en réalité, les parents étaient en train de chercher leurs enfants. C'était pratiquement un réseau de pédophilie bien organisé qui est en train d'être huilé et diligenté et dirigé vers la France, et probablement pour repartir ces enfants vers le réseau pédophile dans toute l'Europe, même en Amérique du Nord. Mais les dispositions avaient été prises pour que ces personnes puissent rentrer en France en toute tranquillité. En toute tranquillité. Donc, quand on est dans un contexte comme celui-là, moi, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes, surtout que le président nigérien, il a mis pour les enfants nigériens qu'on a tués, il y a de cela beaucoup de jours, qui prennent autant de jours pour pouvoir faire un discours de quelques minutes. Moi, je pense qu'il était en train de pouvoir causer avec le colon, voir dans quelle mesure il pouvait organiser un verbiage pour essayer de calmer la foule. Parce que n'oublions pas qu'à un moment dans les manifestations, les Nigériens ont dit qu'il fallait que Bazoum parte. Parce qu'en réalité, il était en train de défendre un peu les intérêts de la France. Et là, alors, ça permet d'établir un paradoxe entre ce qui est arrivé à IBK et ce qui pourrait éventuellement arriver, puisqu'en fait, il y avait la foule à un moment, la foule se rendant compte que IBK défendait les intérêts de la France, la foule demandait qu'IBK doit partir. Or, nous connaissons le résultat. On a également écouté le président Bazoum qui reconnaît, qui salue, qui reconnaît une certaine efficacité du partenariat et salue donc du partenariat avec un certain nombre de pays dans la lutte contre le terrorisme et salue au passage donc la collaboration avec notamment la France. Alors, quelque part, on se demande, est-ce qu'il ne pouvait pas à un moment donné lâcher le mot et dire quand même que du côté de l'armée française, c'était malheureux ce qui était arrivé? Mais justement, ce qu'on demande parfois à ces gars, les intérêts de qui servent. Et vous savez, pour adresser les félicitations, Guy, à un enfant,
à votre épouse, à un membre de la famille, c'est pas n'importe qui, même un collaborateur, ce sont des faits. On fait un bilan simple. Si on fait un bilan de la coopération entre la France et le Niger jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que le Niger s'en sort de manière gagnante? Tout est clair que non. Tout est clair que la plupart des villes en France est éclairée pendant que le Niger, même à Niamey, c'est le noir total. Alors qu'une bonne partie de l'uranium, puisque n'oublions pas que la France exporte l'uranium en France, en Europe. La France a une des nations qui maîtrise le plus l'uranium et le nucléaire civil à cause de l'uranium qui vient du Niger. Pendant que les Nigériens eux-mêmes n'ont même pas l'électricité chez eux. Hein? Quand on regarde la situation sécuritaire du Niger aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un bénéfice de la coopération militaire entre le Niger et la France? Vraiment en douter. Ça fait à peine quelques mois, il y a eu des centaines de morts au Niger. Le nord du Niger, il y a eu un moment, il a fallu que le président Déby puisse envoyer pratiquement les troupes pour pouvoir sécuriser le Niger, puisqu'en réalité, très régulièrement, les terroristes attaquaient jusqu'aux bases militaires du Niger. Pendant que la France coopère, pendant que la France et les Américains sont à Niamey, pendant que la France et les Américains ont les drones qui sont pratiquement dans tout l'océan nigérien. Je veux dire, quand il adresse les félicitations, quand il estime que vraiment il y a quelque chose de positif dans cette coopération, on se demande s'il parle vraiment du Niger. Peut-être qu'il parle de son pays qui est la France, parce qu'en réalité, s'il faut parler du Niger, je ne pense pas que le Niger s'en sort vraiment, parce qu'en réalité, il y a toujours des dizaines de morts. Quand il parle par exemple de l'Algérie, quand on parle de la zone des trois frontières, c'est pratiquement un no man's land où il y a pratiquement tout type de trafic, pratiquement tous les jours. Et très régulièrement qu'il y a du trafic, les Français, ils ont des satellites militaires, ils ont des satellites civils, ils ont les aéronefs, ils ont les drones qui sont très curieusement, au fur et à mesure qu'ils ont la logistique un peu plus importante, un peu plus lourde, on a comme impression que les terroristes sont renforcés de plus en plus. Parce qu'en réalité, le nombre de morts, le record qu'on atteint dans la zone sahélienne, que ce soit le Niger, le Burkina, le Mali, je ne sais pas quoi, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Aujourd'hui, ce sont les niveaux qu'on n'a pas atteints dans les années précédentes, avant la présence française effective. Et autre interrogation, on se demande, quand on écoute justement le président Bazoum, s'il a réellement, comment est-ce qu'il arrive à dans un même message, alors qu'il s'adresse entre autres aux familles de ces enfants qui ont été tués pendant les manifestations, comment est-ce qu'il félicite en même temps dans le même message? Mais c'est des gars qui ont déjà, comme on dit chez nous en Afrique, au Cameroun, ils ont jeté la honte aux chiens. Ils n'ont plus honte. C'est-à-dire, vous prenez la victime et vous prenez le bourreau, vous les mettez dans le même panier, vous commencez à leur parler comme si c'était des personnes qui étaient égaux. Non, non. Et moi, c'est un peu triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, au moins en Afrique, on devrait pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Excusez la tautologie. Le Niger, c'est pas loin du Nigeria. Et on connaît le grand crime qu'a commis la France au Nigeria, notamment dans la guerre du Biafra. Dans la guerre du Biafra, où des milliers de rebelles de forces sionistes étaient armés par la France. Où le matériel militaire lourd était transporté dans les ambulances de MSF, Médecins sans frontières de la France. Où De Gaulle avait tout juré, les généraux français avaient pratiquement juré qu'il fallait faire affaiblir le Nigeria, qui est une grande nation ouest-africaine. Après avoir armé ces populations-là, pourquoi? Parce qu'il fallait détacher une partie qui était très riche, notamment le Biafra, qui est très riche, c'est une rôle extrêmement pétrolifère. Il fallait détacher ça du Nigeria. Il y a eu des milliers de morts. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a jamais été jugée. Et quand on voit que c'est un pays frère, je veux dire pratiquement frère, hein, parce qu'il m'est arrivé d'aller jusqu'au nord du Nigeria, là, dans le Kogi State, là. La France, justement, ce n'est que le Niger qui sépare le Nigeria du Niger. Il y a pratiquement des familles, comme un gouverneur m'expliquait là-bas, il y a pratiquement des familles qui sont des part et d'autres du fleuve. En d'autres termes, une réalité dont a été victime une nation comme le Nigeria, le Niger ne peut pas ne pas être au courant. Et le Niger ne peut ne pas pouvoir tirer les leçons. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une nation comme le Niger, c'est un chef d'État comme le président Bazoum qui encense la France, parce que celle-ci a massacré sa propre population en 2021 et sur le sol du Niger, j'ai dit vraiment, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous les Africains. Alors, on va rapidement s'intéresser à un homme, il s'appelle Bernard-Henri Lévy, voilà, personnage assez, curieux personnage, on va le dire, parce que vu dans des situations de propagande à outrance,
en Libye au moment de la chute de Muammar Kadhafi, aperçu ci et là, partout la France interviendra par la suite. C'est un peu le théoricien finalement voilà, des exactions et autres crimes de cette armée française. Je vous propose de suivre ce récit d'ailleurs qui circule énormément sur la toile où l'on identifie Bernard-Henri Lévy pratiquement sur tous les théâtres d'opération où la France va être épinglée par la suite, en parlant bien sûr aussi de l'armée française. On va retrouver cet élément dans quelques minutes. Mais Bernard-Henri Lévy, on l'a vu. Non, c'est un gars des services, tout le monde le sait. C'est un gars des services qui a joué un rôle important pour ce qui est de la Libye. Et on l'a aperçu en Irak, on l'a aperçu en Syrie, apportant la démocratie, on l'a aperçu jusqu'en Afghanistan. Et sur la plupart des théâtres d'opération, comme vous l'avez dit, on l'a aperçu. Et quand il est quitté, BHL, on s'est rendu compte qu'il y avait un chaos total. Il n'y a aucun endroit de par le monde entier où il est allé, soi-disant, apporter la démocratie, où aujourd'hui, où après son départ, il n'y a pas eu des centaines de morts. Et justement, je crois que je regardais un papier qui montrait qu'en Libye, on lui posait une question, et c'était à Paris, à l'aéroport, on lui demandait, mais quand il regarde la Libye aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il peut dire par rapport au bilan? On voit la démocratie, la liberté qu'il a apportée, le chaos qu'ils ont sémé. En réalité, nous savons, tout le monde sait qu'en fait, BHS c'est un des services, la DGRE, oui, le renseignement extérieur français, qui ne défend que les intérêts de la France. C'est vrai que de temps en temps, il se présente comme écrivain, il se présente, je ne sais pas quoi, comme acteur de cinéma, etc., etc. Mais dans le fond, c'est un agent des services secrets français qu'il faut craindre quand il passe dans votre nation. Donc, par rapport à l'élément que vous dites, c'est un fait. La plupart des nations où il est passé, après lui, il y a eu le chaos. Bernard-Henri Lévy, personnage donc lugubre, étalé sur la toile depuis quelques jours. Je vous propose de suivre cet élément qui est devenu viral et nous revenons derrière. Bonjour chers internautes. Vous n'allez pas croire l'information d'aujourd'hui. Regardez ce Français. Vous l'avez bien vu. Regardez le même Français au milieu des djihadistes. Regardez le même Français avec Emmanuel Macron. Vous l'avez vu? Regardez-le avec les généraux de l'armée française. C'est lui qui fournit les armes aux djihadistes, c'est lui qui donne toujours la position de l'armée malienne, c'est lui qui transporte l'or de l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est l'espion redoutable dont on vous a parlé il y a bien longtemps. Il se nomme Bernard-Henri Lévy. C'est un espion français le plus grand, mais il se promène partout avec le nom écrivain, ou philosophe ou journaliste, Bernard-Henri Lévy. On le surnomme même BHL, né le 5 novembre 1948. On vous dira même souvent qu'il est un acteur. Son nom au Mali est Pierre-Marie. Au Niger on l'appelle Michel. En Centrafrique Jean-Yves. Au Libéria il s'appelait Antoine. Dans des endroits il est journaliste souvent acteur. Il a étudié à Institut d'études politiques de Paris, lycée Louis, le grand lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il est l'auteur des actions sur la judaïté, l'identité, le sionisme, les intégrismes religieux, l'antisémitisme, l'esprit baudelairien, dont il se réclame, les États-Unis et la guerre en Libye. Son père s'appelait André Lévy. Il était au 2e bataillon de marche. Sa mère s'appelait Dina. Son frère s'appelle Philippe. Et sa sœur s'appelle Véronique. Sa fille s'appelle Justine Lévy. Sa première femme était Isabelle d'Outreluigne. Il divorce sa première femme en 1974. Parce qu'elle avait son mari Bernard Lévy. L'espion français a démasqué des dealers de drogue. Quand elle a su que son mari l'avait exploité, elle a divorcé. Le 9 mai 1980, il marie Sylvie Bouscas. Elle était membre d'un réseau de trafic d'armes, et François Mitterrand lui avait demandé d'espionner la bonne dame. Il l'a mariée et le président Mitterrand était le témoin du mariage. Ils ont eu un fils nommé Antonin Balthazar Solal. En 1984, après avoir reçu sa mission, il l'a divorcée. En 19 juin 1993, il se marie avec une actrice nommée Ariel Dombal. Sa mission était de rentrer dans un réseau de blanchissement d'argent. Il réussit la mission. Sous Nicolas Sarkozy, il réussit la mission de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Il a permis d'arrêter le président ivoirien Laurent Gbagbo, et il a permis la mort de Kadhafi de la Libye.
Sous François Hollande, il a pu s'infiltrer en Syrie et distribuer des armes pour que les Syriens se tuent. Il a réussi aussi. Il était là-bas en tant que journaliste depuis 1978. Il fait des va-et-vient entre le Mali et le Niger. Il transporte des ressources minières par hélicoptère sous l'ordre des présidents français de chaque génération. Aujourd'hui, il travaille avec Emmanuel Macron. Méfiez-vous des Français espions. Emmanuel Macron osera venir au Mali avec le dévoilement de ce visage? Il est vrai homme fort de la sécurité d'État français. Retour sur ce plateau, cet élément donc viral sur les réseaux sociaux qui pousse à plusieurs interrogations. Déjà, premièrement, est-ce que l'Union européenne connaît les actions de Bernard-Henri Lévy? D'autant plus que l'Union européenne connaît Guy, l'Union européenne travaille avec les services. Avec l'Union européenne, en réalité, un certain nombre de services interconnectés qui travaillent. Lui, il est agent. Quand il est agent français, ça veut dire qu'il est agent européen. La France est membre de l'OTAN. La plupart des États de l'OTAN sont membres de l'Union européenne. Et le siège de l'OTAN est à Bruxelles, comme le siège de l'Union européenne est à Bruxelles. Donc vraiment, c'est un secret de polichinelle que de dire que l'Union européenne ne sait pas qui est Bernard-Henri Lévy. En réalité même, vous avez vu, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais particulièrement en Libye, la France n'attaque pas la Libye seule. La France attaque la Libye en coopération avec un certain nombre d'États européens, qui la Grande-Bretagne, qui l'Italie, qui l'Espagne, bien d'autres nations. Je veux dire que dans un contexte comme celui-là, ils utilisaient les agents. Ils ont utilisé les agents comme BHL. Même en Afghanistan, il était tout récemment. Or, l'Afghanistan, c'est toujours un théâtre d'opération lié aux intérêts de l'OTAN. Donc, vraiment, c'est un secret de polichinelle que de penser que l'OTAN ou alors que l'Union européenne ne sait pas qui est BHL. C'est un agent qui travaille pour leurs intérêts. On va rapidement ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir nous retrouver pour nous dire ce qu'ils pensent justement de cette Union européenne qui prend des sanctions contre un groupe supposé s'appeler Wagner. On ne va pas revenir là-dessus dans différentes émissions de la télévision panafricaine. On nous a très clairement montré que ce groupe n'existe pas, mais voilà, c'est peut-être le nom que la France, Dr Davaïs Ngojo, ou alors les médias occidentaux ont choisi de donner à une caricature qu'ils font constamment donc, oui. de la Russie et de son influence en Afrique. Oui, justement, par ça, c'est ce que je regardais encore hier, je parlais ça avec quelqu'un. En fait, il y a ce qu'on appelle les éléments de langage dans la guerre de la communication. Il y a des éléments, il y a des noms que vous utilisez. Quand vous les attribuez à quelqu'un, cela peut donner une certaine image à la personne. Or, quand ils font allusion à Wagner, Wagner, c'était un musicien qui chantait à l'opéra de la musique classique, mais il était extrêmement apprécié de Hitler. En réalité, quand on vous donne le nom de Wagner, on donne l'impression qu'en réalité, vous êtes la pègre nazie qui risquait d'envahir le monde entier, qui risquait d'envahir le continent africain. Donc, en fait, c'est un nom que les Européens eux-mêmes ont imposé à une certaine entité pour dire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire au niveau de la musique classique, au niveau des goûts de Hitler, au niveau du type de musique qu'aimait la bourgeoisie nazie à l'époque de Hitler, pour dire en réalité, faites attention, ça c'est ce type de personnes dont il est question. Donc en réalité, c'est un élément de langage, c'est un nom qui a été mis en place, inventé. Comme on disait par exemple sur le continent africain que ce sont des dictateurs qui buvaient du sang. En réalité, c'est des éléments de langage qu'on fabrique, on vous les attribue. Et comme on dit généralement dans la guerre de la communication, un mensonge dit des milliers de fois a tendance à devenir la vérité. C'est ça. Effectivement. Et on s'est demandé quels moyens disposait Bokassa pour être dictateur. On se souvient ce qu'il pouvait avoir comme moyen. Au point de manger la chair humaine. Parfaitement. Et quand on voit combien il a été faible devant Paris à chaque fois qu'il a été débarqué très rapidement, on se demande comment est-ce qu'on aurait pu penser qu'il soit dictateur et quels moyens pouvait-il disposer justement dans un pays où il n'y avait pas d'armée pratiquement, un seul camp militaire, le camp Kasaï, qui servait surtout à faire les coups d'État. On se demande bien comment est-ce qu'il aurait pu. Alors, certes, des prisons secrètes, ci et là, mais toujours est-il que beaucoup ont pensé qu'on lui avait prêté beaucoup plus qu'il n'aurait pu faire, vu les moyens dont il disposait à l'époque. On va poursuivre donc en ouvrant le standard de la télévision panafricaine. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Alors, à quand peut-être des sanctions européennes contre des personnages aussi lugubres que Bernard-Henri Lévy, pourtant qui voyage tranquillement en Europe et partout dans le monde, fréquente les salons les plus feutrés comme intellectuel, alors que voilà, il peut avoir sur la conscience des milliers de morts sur différents théâtres d'opération.
Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'accord, je vous remercie. C'est à Bonsoir. nouveau Delphin de Bujumbura. Je vous remercie une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations à mon cher frère Dalvaris Mboudiou, ainsi que l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Donc, si vous me permettez, tout d'abord, mon cher Guy, je vais réagir au pathétique blabla, soi-disant démocrate, du nègre de maison qui s'appelle Bazoum. En toute franchise, ce soir, une fois de plus, il m'a rappelé à quel point je suis fier d'être un Bantou qui, en dehors de la zone CFA, c'est un ridicule que je n'arrive même pas à qualifier. Je manque de mots. Quant à sa soi-disant gratitude adressée à l'Algérie, elle le rend encore plus ridicule. Pour ma part, j'encourage nos frères et sœurs nigériens de mettre un peu plus d'énergie à faire partir ce bouffon. Donc je ferme la parenthèse. Euh, Parlons peu et parlons de façon efficace. À l'heure actuelle, des gens comme S'il vous Bernard plaît, Henri on Lévy. n'ira pas, on comprend très bien votre analyse et voilà, comment est-ce que vous percevez ces faits, cette sortie du président Bazoum, mais pour des raisons purement d'éthique, on ne va pas laisser que vous le qualifiez de bouffon, parce que là n'est pas la question. La question, ce sont les décisions qu'il prend et comment est-ce qu'il les prend. Oui, je comprends bien votre remarque, votre volonté de faire de la police de médias. Je crois que l'expression, c'est cela. Mais comprenez-moi aussi, mon cher Guy Fondop, les États dits souverains qui se défendent d'un point de vue militaire, politique, aux quatre coins du monde, ne peuvent pas se laisser marcher dessus, comme a l'air de l'accepter le président nigérien. Pourquoi croyez-vous que les officiels, par exemple russes, refusent de recevoir un monsieur comme Jean-Yves Le Drian, si ce n'est pour le faire de façon diplomatique, ce que je viens de faire, c'est-à-dire refuser le fait de se faire ridiculiser, comme c'est en train d'être fait du côté du Niger. Avec de telles actions posées, le Niger n'évoluera jamais. Mon cher Dalvaris l'a dit instamment. C'est la raison pour laquelle les Maliens ont fait partir Ibeka. Donc, je ne peux pas être un Burundais et réagir autrement. Peut-être qu'en zone CFA, cela se fait, mais je vous garantis qu'en dehors de la zone CFA, ce genre de choses ne peut pas être accepté. Donc, pour continuer, pour ne pas trop monopoliser le micro, je dirais simplement que des gens comme Monsieur BHL se sentent relativement libres de leurs mouvements dans des États qui ne disposent pas de forces militaires, policières et aussi les services secrets qui sont encore en construction. Je vous garantis qu'il ne peut pas s'amuser comme il le fait en Algérie, encore moins au Burundi. Je ne parle même pas de la Russie ou bien de la Chine. Donc, la seule alternative qui s'offre à des États encore, je dirais, faibles comme la Centrafrique ou le Mali, c'est de renforcer leurs forces militaires. Et c'est pour cela que je salue l'arrivée de l'Algérie, qui se joint déjà aux Russes, aux Chinois et aux Iraniens. Et une fois que ces États auront des appareils militaro-politiques assez efficaces et autonomes, je vous garantis que des BHL appartiendront aux poubelles de l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les Ivoiriens ou les Libyens gardent un bon souvenir de ce monsieur. Donc, je vais m'arrêter ici pour laisser à d'autres personnes qui s'accommodent de la politique de l'antenne prendre la suite. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous Delphin pour votre intervention depuis Bujumbura. On va poursuivre avec d'autres intervenants. Alors, à quand les sanctions européennes contre les exactions de l'armée française sur le continent africain? On a cité Bernard-Henri Lévy, voilà, dont le nom revient à chaque fois qu'on parle des différents théâtres d'opération où la France est justement pointée du doigt. Et on ne voit pas, on a échangé avec vous, docteur Dalvaris Mboudiou, on ne voit pas de sanctions européennes peser contre lui. Il continue à être quelqu'un d'extrêmement fréquentable. Il n'est pas de Wagner, en tout cas. On ne peut pas le considérer comme étant un proche d'Hitler, peut-être parce qu'il est au service de l'Europe, finalement. Justement, et même là, il y a eu des cas d'école qui sont clairs.
tout le monde a vu ce qui a été fait par un groupe vraiment mercenaire. Pour ceux-là, ce sont eux-mêmes qui ont choisi le nom Blackwater. Là, vous savez ce que veut dire Blackwater. En réalité, les zones noires qui sont autour de leur siège aux États-Unis. Nous avons vu comment le groupe de mercenaires Blackwater ont fait beaucoup d'exactions en Irak. Ils ont tué des dizaines de personnes, des civils, tout comme ça. Ils prenaient juste leur drone, ils s'amusaient comme vous êtes en train de jouer, je ne sais pas quoi, votre game, à tuer des civils en Irak, en Afghanistan. Il y a des éléments qui sont... Plus de 1400 civils qui auraient donc été tués, selon une enquête d'ailleurs du Pentagone même, et qui a été publiée dans les colonnes du Times. Exact. Wikileaks en a même publié ces nombres. C'est une des raisons pour lesquelles on est en train de pourchasser Assange, parce qu'en réalité, il a dévoilé beaucoup de choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces éléments-là de Blackwater ont été inquiétés de par le monde entier? Non. Alors que c'est tout établi que c'est un groupe de mercenaires, c'est un groupe de terroristes, c'est une armée privée au service des intérêts, je sais pas quoi, du monde parallèle, qui tue, qui pille de par le monde entier. Le coup d'État qui a eu tout récemment à Haïti, où on a tué le président, la plupart des éléments, c'était les gars de Blackwater. On en a arrêté des dizaines, tout en qu'elles mènent à Blackwater. Mais est-ce que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, je ne sais pas quoi, n'importe qui de par le monde entier, est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises contre Blackwater? Nous disons non. Est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises par, je ne sais pas quoi, les éléments de n'importe quel pays, quel que soit le pays occidental? Nous disons non. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, on se rend vraiment compte que, en fait, le camp d'en face, c'est-à-dire le camp des Occidentaux, qui aime beaucoup utiliser l'arme de la sanction, qui aime beaucoup utiliser l'arme de la pression, en réalité ne manie ça que pour atteindre ses intérêts. Ce n'est aucunement pour un souci de justice de par le monde. Voilà, on peut également citer, quand on parle des paramilitaires, des groupes de mercenaires, on peut voir un groupe comme le groupe sud-africain Executive Arcom qu'on a vu sur des théâtres d'opérations sur le continent africain, avec mener des opérations avec une extrême cruauté, mais pas de sanctions européennes. Pas de sanctions justement, puisqu'en réalité, les intérêts qu'ils défendent généralement, ce sont les intérêts qui marchent dans le sang des Européens. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que ce groupe de mercenaires ont essayé de faire ici en Guinée équatoriale, en préparant et en déployant un coup d'État contre le président, ou bien, mais comme ce sont les intérêts, vous avez dit, quand quelqu'un lui-même, le fils de Thatcher lui-même devant une caméra, dit qu'en réalité, il explique comment tout s'est passé. Il explique qu'en réalité, il a eu la vie sauf qu'il est rentré avec son avion, il est rentré en Angleterre. Ni l'Angleterre ne l'inquiète pas, ni aucune nation de par le monde entier ne l'inquiète pas. Alors que lui-même, il avoue qu'il était en train de partir déstabiliser une nation. Vous voyez, c'est trop curieux ce type de comportement. Bob Denard, est-ce que Bob Denard était inquiété? Bob Denard travaillait pratiquement même dans la mer avec les Français. Bob Denard, ils sont allés jusqu'à faire un coup d'État, je me rappelle une année au Comores, il était président au Comores pendant... C'est-à-dire quelqu'un quitte de son pays, il est français, il est mercenaire, il fait un coup d'État dans un pays africain, il est chef d'État, il s'autoproclame chef d'État. Et tout cela de par le monde entier, personne n'a bavardé. Donc je veux dire, quand on voit ce type de choses, vraiment, il faut ne être que les Africains comme nous qui pensons que nous sommes dans une cour de récréation et avoir des personnes comme le président Bazoum et bien d'autres qui pensent qu'en léchant les bottes du colon, le colon pourra les regarder en mieux. Mais l'expérience a toujours démontré que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont essayé de faire cela, qui ont trahi le continent africain. On sait comment ces personnes sont finies. Une des personnes, il est encore vivant, le président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a joué un rôle important pour ce qui est arrivé en Libye. C'était des proches collaborateurs de BHL pour déstabiliser la Libye. Il était l'un des premiers sur le continent africain appelé Kadhafi le dictateur, alors que Kadhafi a beaucoup investi au Sénégal. Il a investi au Mali, il a investi partout là-bas. Et comme on lui avait fait la promesse qu'on devait permettre à son fils Karim de pouvoir avoir un mandat, être président du Sénégal. Après, quand il a soutenu le colon, qu'est-ce qui s'est passé? Après, pour le remercier, on a mis Karim en prison. Il a fallu beaucoup de négociations pour que Karim puisse même sortir de la prison. Et pour cela, il y a une tonne d'exemples. Je n'ai pas besoin de revenir sur le Nigeria, de Olusegun Obasanjo, du rôle trouble qu'il a joué pour la crise en Côte d'Ivoire. Et on sait comment Olusegun Obasanjo est fini. Toutes les promesses qu'on lui avait faites, qu'il pouvait modifier la constitution, qu'il pouvait se représenter pour un troisième mandat, n'a pas eu lieu au Nigeria. Je vais dire que Bazoum, qu'il soit en train de faire ceci, qu'il sache seulement que sur le continent, il y a eu des traîtres de cette manière, mais dans la plupart des cas, le colon les a toujours lâchés. Et l'exemple typique, c'est le cas Blaise Compaoré. Vois tout ce que Compaoré a fait pour le colon. Vois comment il a joué le rôle pour déstabiliser, détruire la Côte d'Ivoire. Mais ensuite,
quelques années après, le voit pratiquement dans un convoi de jeep en train de fuir le Burkina Faso pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, il avait été lâché par le colon. Le colon était prêt à le livrer à pratiquement un lynchage. On se rend compte que le meilleur allié pour une population, pour un peuple, pardon, pour un leader en Afrique, c'est la population. S'il lie avec le colon, tôt ou tard, le colon vous trahit, comme ils ont trahi Mobutu Sese Seko et bien d'autres. Merci. On va prendre un autre appel au standard avant de continuer. Et quand on parlait d'executive outcome tout à l'heure, on voit des théâtres comme la Sierra Leone où voilà, on a vu le groupe avec dans une extrême cruauté, on l'a dit il y a quelques instants. Et quand on parle du fils de Margaret Thatcher, on se demande aussi à quand des sanctions européennes contre le fils de Margaret Thatcher qui avait essayé justement de tuer le président Obiang Nguema, un Bazogo de la Guinée équatoriale. On se demande. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir à Galvaris. Bonsoir techniciens. Bonsoir à tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Merci Guy Fondop de nous donner encore la parole ce matin. Et vous parlez de les sanctions de l'UE contre l'armée française sur les exactions de cette armée en Afrique. Comment est-ce que l'UE, d'abord les Africains doivent comprendre que l'UE défend le crime. Il ne peut jamais défendre l'Afrique. Ça, c'est clair pour tous les Africains. Ils devront comprendre cela, même si Bazou, dans ses interventions, mélange le feu et le vrai, parce qu'il parle de l'Algérie, il parle de la France, des États-Unis. Mais ça, c'est sincèrement, Guy Fondop, c'est vrai que tu fais la police, mais ça, c'est une honte pour l'Afrique, hein, ce gars-là. Sincèrement, Bazou, c'est une honte pour l'Afrique. Et il se fait humilier lui-même. D'abord, ce qu'il dit vont le poursuivre parce qu'aujourd'hui, les sangs des Africains qui sont passés réclament justice. Bazoum doit le savoir, que tôt ou tard, il sera rattrapé à la couverture qu'il porte au crime de la France. La France a fait beaucoup de crimes. On n'attend pas l'UE de sanctionner. L'UE ne peut jamais sanctionner la France parce que l'UE défend les crimes de la France en Afrique. Si nous voyons les Joe Biden, notre président qui défend la démocratie en Afrique, c'est ridicule dans la mesure où jusqu'aujourd'hui, les Américains continuent toujours de réclamer et de défendre que l'élection de Joe Biden a été fraudée. Il continue de défendre cela, Guy Fondop, on ne peut pas croire. Et celui-là va enseigner la démocratie aux Africains. C'est une honte. Il ne peut pas se taire. Que les Africains comprennent que les jeux qu'on nous met dans le photo total pour nous faire croire qu'ils sont plus importants, ils font la démocratie. C'est faux, Guy Fondop. Il n'y a pas la démocratie en question. Hein? Il n'y a pas la démocratie. La vraie démocratie, c'est ce que nos aïeux vivaient. C'est ça qui donne la tranquillité de l'Afrique avant l'intervention de ces barbares-là en Afrique. Et maintenant, il faut de n'importe quoi pour parler de démocratie pour nous rouler. D'abord, dénoncer que c'est la France qui a bombardé sa présidence ivoirienne. Jusqu'ici, il n'y a pas d'intelligents dans le monde entier, intelligents juristes qui va dire, mais alors il faudrait questionner la France sur ces questions, sur ces choses-là. Mais on se tait. On nous parle de quoi, Guy Fondop? Depuis 1963, la France a fait tuer, ou bien a tué le président togolais, Sylvain Olympio, un certain gendarme français qu'on appelle Georges Métrier. Jusqu'aujourd'hui, plus de 50 ans, ces dossiers ne sont pas déclassifiés pour que les Togolais comprennent comment est-ce que leur premier président a été tué. Lui, il ne va pas t'apprendre quoi. Et après, ils vont enseigner quoi? Quelle morale ils enseignent? C'est de n'importe quoi. Parce qu'on n'a qu'à beaucoup faire attention parce que aujourd'hui, ce qu'il fait, il fait du mal, pas seulement au Nigeria, mais à toute l'Afrique. Et la jeunesse est consciente de cela. Et Rod Kaboré, lui aussi. Nous vous en prions, nos frères et sœurs qui sont dans cette franc-maçonnerie-là. Méfiez-vous, le temps n'est plus assez jeune. Sinon, vous allez payer. C'est ce que vous faites, vous le faites parce que c'est ce qu'on vous enseigne dans vos clubs. Mais cessez de faire cela. Ne jouez plus sur la vie des Africains. Ça suffit.
vous serez jugés. Vous serez jugés. Même dans vos cœurs, sous vos livres, vous savez ce que vous faites, que c'est mauvais. Vous serez jugés. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. On va enchaîner avec d'autres intervenants. Vous nous retrouvez et nous tentons de vous écouter justement sur le silence de l'Europe face aux crimes de l'armée française sur le continent africain. Quelque part aussi, on a vu cela se fait en complicité avec les dirigeants africains qui, pour certains, trouvent leur légitimité plutôt auprès même de cette armée française. Oui, justement, et l'un des plus grands crimes. J'étais au Rwanda, ça fait 2 mois, au bout d'une tournée, non, 1 mois, en novembre dernier. Et j'ai encore visité pour une énième fois le mémorial du génocide à Kigali. Et quand on regarde la stratégie qui avait été mise en place par les autorités françaises pour armer les Rwandais, pour s'entretuer, on se demande, mais comment l'on peut être si cruel jusqu'à ce niveau? L'un des plus grands crimes, c'est-à-dire la mort d'environ 1 million de Rwandais, c'est parce que la France a pris sur elle d'armer les partis belligérants et de machettes et d'armes pour massacrer leurs congénères. C'est-à-dire, vous qui avez votre voisin, nous en tant que Bantous, ou votre premier proche c'est votre voisin, la France a pris les dispositions pour pouvoir s'aimer la zizanie, pour pouvoir armer une partie contre une autre. Et quand on est dans un contexte comme celui-là, on se rend compte que oui, il y a eu un massacre, mais la France a fait cela en passant par le biais des collaborateurs qui étaient des Africains. Dans le contexte, par exemple, c'est une illustration. Au Rwanda, il y avait des illustrations. Et dans beaucoup de cas, que ce soit même ici en Namibie, vous savez, en Namibie, il y a eu un crime, il y a eu un génocide de l'Allemagne qui a colonisé la Namibie contre les peuples locaux là-bas. Et cela, c'était en collaboration avec certaines personnes sur le plan local. Mais ce qui devrait encore plus nous saisir, c'est le grand massacre du camp de Tiroy au Sénégal. Tout le monde connaît. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Africains s'étaient illustrés par leur bravoure, en l'occurrence les tirailleurs sénégalais. Ils étaient pratiquement dans toutes les grandes villes en France. On va peut-être pas reprendre l'expression. Je ne reprends pas l'espace. Parce que tirailleurs, justement, c'était dans le sens de dénigrer l'action que ces soldats avaient menée pour la libération de la France. Et donc l'expression, vous parliez tout à l'heure de la guerre, des éléments de langage dans la guerre de l'information. Dans la guerre de l'information, eh bien, on avait trouvé cette expression que beaucoup ne prononcent pas d'ailleurs. Exact, très bien. Des Africains qui aujourd'hui ont compris. Exact, le fond de la chose. Justement, moi j'étais en train de relater que ce peuple sénégalais qui avait participé à libérer la France, mais maintenant quand il fallait faire défiler l'armée victorieuse dans les villes de la France, il fallait retirer les Africains. On faisait défiler les troupes françaises qui avaient la peau blanche. Le pire, c'est pas cela. Le pire, c'est qu'après, quand ces troupes réclament leur solde parce qu'ils n'avaient pas été payés pendant longtemps, d'abord leur salaire, ensuite du fait qu'ils n'avaient pas été payés, bref, qu'on leur paye les droits, l'armée française, avec quelques éléments coloniaux, ont pris sur eux de massacrer ces soldats sénégalais. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, mais on se demande, mais est-ce qu'en face de nous, nous avons des humains? Comment des personnes, vous faites du bien aux gens, vous leur sauvez, leurs femmes, leurs enfants, au péril de votre vie. Parmi vous tous là, tous les soldats français sont bien payés. Vous qui étiez au front et que les Français se cachaient derrière vous, vous n'êtes pas payés. Vous réclamez votre dû et ils s'engagent à vous entasser et vous massacrer. Quand on est dans un contexte comme celui-là, on se dit, mais vraiment, est-ce que ça vaut la peine de toujours considérer les gens qui sont en face comme des humains? Parce que le traitement qu'ils vous infligent, c'est le traitement qu'on n'infligerait même pas à des animaux. Mais ce qui est très triste, c'est qu'en réalité, sur le continent africain, parfois même hors du continent africain, il y a encore certains de nos frères qui pensent qu'on puisse travailler, qu'on puisse collaborer avec ces gens, comme si c'était des enfants de cœur. Non, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est pas les enfants de cœur, c'est des gens qui, quand ils sont avec nous, généralement, dans la plupart des cas, c'est d'abord et surtout pour leurs intérêts. Parfaitement. Et d'ailleurs, après cela se voit dans cette arrogance, et d'où l'expression même d'ailleurs, arrogant comme un Français en Afrique. Exact. Voilà, parce qu'on s'appuie parfois aussi sur ces massacres, sur ces crimes du passé, sur ces massacres pour ressentir une sorte de fierté, ce qui est d'ailleurs complètement absurde. On va prendre cet autre appelant au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je salue votre invité, M.
Davaris Ngonjo. Je vais donner mon petit point de vue sur votre thématique parce que moi j'ai fait une réflexion depuis quelques jours. D'abord, pour les thématiques que vous avez dit aujourd'hui, là, pour moi, il n'y a pas de solution. L'Afrique n'aura jamais raison sur l'occidental. Vous savez, depuis comment on dit ça, 1881, il y avait un code de l'indigénat que la France et la Grande-Bretagne avaient fait pour ses colonies. Donc, on ne doit jamais être les égaux. Peu importe ce que nous ferons, ce que nous allons faire, jamais on sera les égaux. Et quand on est avancé dans la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu le partage du gâteau entre Russia côté Est, bloc de l'Est, et puis le bloc occidental, on constate que c'est toujours le même train-train. Ma réflexion est la suivante. Pour ne pas sortir de votre thématique, M. Ngufolo, parce que je viens de donner mon point de vue, il n'y aura jamais de pardon de la part de l'Occident vers l'Africain. Ça, il faut qu'on retienne ça. Moi, ma réflexion est la suivante. La première, la Russie offre à l'Afrique l'occasion de sortir de façon très soft de l'esclavage monétaire, l'esclavage politique, géopolitique de l'Occident sur l'Afrique. C'est-à-dire, elle nous fait comprendre qu'elle, la grande Russie, elle a toutes les ressources, elle a commencé à investir dans l'éducation pour pouvoir créer des propres produits semi-finis et puis l'exporter, un peu comme la Chine a fait. Ça, c'est la première bataille que nous devons faire. La deuxième bataille que nous devons faire également, c'est, comment je peux dire ça, c'est de penser à nous-mêmes maintenant, c'est-à-dire penser au continent africain. Arrêtons de brailler, râler, tout ça, parce que dès que nous voyons la situation, ce sont les États-Unis qui sont responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui. Et d'après le dernier deal qu'ils ont fait entre Joe Biden et M. Poutine, ils ont mis l'Europe à l'écart de preuve. Poutine n'a pas considéré Germany ni France pour discuter. Il a discuté directement avec Washington sur le problème de l'Ukraine et ils ont trouvé une solution. Les États-Unis sont en passe de pousser l'Europe à une guerre contre la Russie, comme ils avaient poussé Hitler à faire la guerre mondiale, là, comme vous voyez. Et croisant les bras, ils vont laisser l'Europe s'autodétruire parce que la Russie est capable, je ne veux pas dire qu'elle va utiliser le bombe atomique, non. Elle est capable de neutraliser l'Europe et l'Europe va venir encore demander le secours aux États-Unis pour relancer l'économie américaine qui est en train de vraiment en stagnation vis-à-vis de China. Vous comprenez? Ça, c'est un peu l'autre chemin géopolitique. Maintenant, pour ce qui concerne les Africains, je crois que c'est vrai, il y a beaucoup de blessures. Il y a le Cameroun, il y a beaucoup de pays qui ont subi les exactions de la France et tout ça. Mais comme je dis, aucun procès ne peut arriver aux Nations Unies pour condamner la France. Ça, il ne faut pas rêver. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de créer nous-mêmes nos propres richesses, c'est-à-dire investir dans la recherche pour pouvoir utiliser nos ressources minerais en produits finis, et je dis même semi-finis, pour faire plier le taux vis-à-vis des Européens, au point que nous aurons nos propres bourses de type minerais rares. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça va amener les Européens à changer leur façon de parler avec nous, parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont les moyens, ils vont financer, ils vont faire ceci, on dit l'Union européenne, tout ça, c'est du blablabla. L'Union européenne est affaiblie. Et ça, on n'a pas compris. On est toujours encore avec nos vieux présidents en train de tendre la main ou courir là-bas pour demander. Non. Prochainement, il faut que ce soit eux qui viennent chez nous en Afrique pour venir nous supplier de négocier. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Merci à vous pour votre intervention. Et juste derrière, nous vous donnons la parole pour tenter de comprendre voilà, comment ces sanctions européennes se prennent parfois contre des personnes ou alors contre même certains dirigeants du continent africain qui finalement, Dr Davaris Ngonjo, on le voit, c'est quand on ne rentre justement pas dans les pions de Bruxelles. Oui, justement, quand on ne rentre plus dans le jeu, oui, effectivement, ils prennent toutes dispositions pour vous écarter. Pour cela, on a eu beaucoup d'exemples. Et un des cas les plus illustratifs, c'est le cas du président Ben Ali de la Tunisie. Ben Ali a beaucoup collaboré avec eux. Mais quand il a fallu l'écarter, ils l'ont écarté sans ménagement. Le président Hosni Moubarak de l'Égypte a longtemps collaboré avec eux. Mais ils l'ont trahi. Moubarak meurt littéralement en prison. Littéralement en prison.
pas pour avoir commis des crimes, parce qu'on a organisé, on a audit une révolution de couleur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une collaboration importante entre, vous savez, en réalité, l'une des frontières terrestres de la Palestine avec la plaine de Gaza, c'est pas le Sinaï, donc c'est en frontière avec l'Égypte. Aujourd'hui, Moubarak laissait, ou du moins les services égyptiens fermaient les yeux pour le passage dans le sous-sol de la marchandise, de l'eau, du blé, etc. pour Gaza. Et pour cela, il a fallu à tout prix l'écraser. C'est pourquoi quand on l'a écarté, l'autre est venu, Mohamed Morsi, qui était un frère musulman. Or, les gars de Gaza, du Hamas, ce sont les frères musulmans aussi. Il a fallu tout faire pour pouvoir l'écarter. C'est pourquoi on a fait un coup d'État contre lui. Et on a pu positionner le président actuel, Al-Sisi. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, on se rend compte qu'il vous utilise pendant longtemps pour atteindre des fins, et après vous avoir utilisé, vous mettre de côté. Ils n'ont pas hésité une seule seconde de pouvoir tuer le président, l'ancien président du Yémen, là. Oui, Saleh, le président Saleh. Ils l'ont bombardé dans sa résidence privée, dans sa résidence après les élections au Yémen, et il est décédé jusqu'à aujourd'hui, alors que le président Saleh a longtemps travaillé avec les Occidentaux. Donc, en fait, de par le monde entier, quand vous ne jouez plus leur jeu, ou du moins, même si vous jouez tout leur jeu, ils se rendent compte qu'ils peuvent. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. C'est des gens, même si vous leur donnez la main, ils veulent prendre le bras, etc., etc. À un moment, ils pensent qu'il faudrait tout prendre. Et pour cela, ils doivent vous écarter pour pouvoir tout prendre. Et nous, on doit comprendre cela sur le continent africain. Si on travaille avec des gens pendant 50, 60, 70 ans, et on a comme impression qu'au fur et à mesure qu'on collabore avec eux, on est en train de rentrer en arrière, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, et on va également évoquer la servitude volontaire en parlant de comment est-ce que ça arrive. Bah, ça arrive simplement parce qu'il y a des collabos internes, il y a beaucoup de collaborations internes voilà, qui contribuent à assujettir l'écrasante majorité du peuple qui est maintenu dans un état de survie, ce qui voilà, quelque part est une léthargie aussi qui fait que voilà, cela peut durer éternellement. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir mon cher ami Guy Fondop et puis monsieur Alvarez Goudjou et l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Mania ainsi que la régie technique. Je vais essayer de rebondir assez rapidement. C'est vrai que je ne vais pas critiquer la thématique telle qu'elle est posée, mais c'est vrai que vous vous dites après le groupe Wagner, à quand est-ce l'armée française? Moi j'ai envie de vous dire, arrêtons de raisonner avec la France. La France ne nous considère pas comme son alter ego. Du moment que quelqu'un ne vous considère pas comme son alter ego, il refuse votre raisonnement, il refuse de raisonner avec vous, il ne vous considère pas. Et donc, vous voyez bien, donc à nous d'obliger la France de nous considérer. Vous voyez bien que, quand on prend l'exemple de l'Algérie, la France ne la considère pas pour ses beaux yeux, mais la France considère l'Algérie comme son alter ego parce que l'Algérie lui a poussé à la considérer comme son alter ego. Et c'est pour ça que hier, je n'ai parlé un petit peu. Et pour cela, il va falloir que les Africains posent des actes. Poser des actes, bien sûr qu'on peut parler, mais bon, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là, poser des actes? Poser des actes, c'est jeter à la poubelle la civilité et la civilisation française. Comme ça, vous montrez aux Français, nous sommes fiers de qui nous sommes. Et on n'a rien à faire avec vos affaires. Et à partir de là, la France va commencer à discuter avec vous. Tant que nous idolâtrons, tant que nous mangeons, tant que nous respirons avec la civilité française et la civilisation française, à quoi bon de vouloir dire les Français, écoutez, nous sommes souverains, nous sommes des gens dignes? Non, pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous sommes leurs esclaves. Ce dont je suis en train de vous dire tout à l'heure, que la France ne nous considère pas comme son alter ego. Donc aux Africains, à commencer maintenant de poser des actes. Et j'en ai parlé hier d'une façon assez développée, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, c'est ça. Donc la thématique telle qu'elle est posée, à quand est-ce l'armée française s'en fiche. Parce que pour nous, les Africains, on est des moins que rien. Voilà. Merci, Afrique Média, à bientôt. Merci. Merci à vous pour votre intervention. On va prendre d'autres intervenants juste derrière vous, mais me signale-t-on, nous avons un nouvel invité qui nous retrouve sur Zoom, avec qui nous allons également échanger autour de cette thématique. Il s'agit, voilà, j'y arrive. Vous êtes donc au standard, enfin, vous êtes connecté en multiplex via Zoom, Mohamed Konaré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Discours de Bazoum. J'ouvre et je ferme la parenthèse en disant
Si moi je suis silencieux, qu'un autre membre de la confrérie parle, c'est comme si c'est moi qui parlais. Si moi je suis silencieux, qu'un des leaders panafricains parle, c'est comme si c'est moi qui parlais. Nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble. Dans le passé, il y a 10 ans de cela, je prenais mes décisions seul. Depuis 5-6 ans, je prends mes décisions toujours en concertant certains leaders panafricains. Des gens qui aujourd'hui pour moi sont devenus des amis. Et aujourd'hui, avec la création de la confrérie des frères panafricains, toutes les décisions que je prends, d'abord, nous nous concertons à l'intérieur de la confrérie. Après quoi, moi-même personnellement, je parle avec certains leaders panafricains qui aujourd'hui sont mes amis en leur disant, en leur faisant le compte rendu de ce que nous avons décidé à l'intérieur de la confrérie pour avoir leur avis sur la chose. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de nos actions ces derniers mois ont été concordées. Mais comme vous savez, l'ennemi est parmi nous et il essaie toujours de s'aimer la zizanie. Quand je vous dis, j'ai dit ici en Italie, j'ai des amis ici en Italie que pour moi sont comme des frères. Plus même que des frères. Mais ici, dans ce pays-là, personne ne peut vous dire où moi j'habite. Alors que dans le passé, ma maison était toujours ouverte. C'est parce que je sais le danger que nous courons quand nous décidons de nous en prendre à un tel système. Beaucoup ne savent pas vraiment contre qui nous combattons. L'essentiel qu'ils ont compris suffit pour être indignés et pour agir, pour demander une autodétermination. Nous voulons une autodétermination africaine. Une Afrique basée sur les cultures africaines, basée sur les valeurs africaines, mais ouverte au monde entier, prêt à échanger avec le monde entier, dans un échange digne, dans un échange équitable. Donc voilà, quand un président comme Bazoum dit à la France de procéder pour savoir qui sont les éléments qui ont tué des gens au Niger, ça signifie que Bazoum a la pression sur le dos. Et tout ça, il est obligé de le faire parce que c'est sous les yeux de tout le monde et toute l'Afrique en a parlé. Nous attendons la réponse que la France va donner aux Africains. Tantôt, nous savons ce qu'ils vont faire. Toujours le jeu des 3 cartes. Et je vous dis une chose, c'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous ne le voyons pas encore, mais c'est un combat que nous avons déjà gagné. Et l'épilogue de ce combat-là dépendra du comportement de l'élite française et occidentale. Parce que non seulement la France, mais nous avons tout l'OTAN qui est prête à dévorer l'Afrique. Quand on dit l'OTAN, qui commande l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est une colonie anglaise, donc ça veut dire la couronne d'Angleterre. Et tous les territoires du Commonwealth, plus de l'Union européenne, sont tous là, prêts à aller brigander l'Afrique. Je parle des élites, hein. Les peuples n'ont rien à voir avec. Tantôt ceux qui sont en train de faire subir à leur propre peuple ici, c'est sous vos yeux, vous qui êtes en Afrique, vous voyez. Donc ce n'est pas de nous, ils vont avoir pitié. Nous attendons une réponse claire, sinon nous allons poser des actes devant des tribunaux ici contre la France. 1. Et de 2, je finis en disant à Koïta, écoutez, moi je n'ai plus le temps avec des bavardages inutiles. Koïta, celui qui te dérange au Mali, tu l'arrêtes, tu le fous en tôle. Point, il n'y a pas à discuter. Comme a dit le frère Sekou Tounkara, tu prends un marteau, tu casses sa dent. Nous sommes en guerre, tous ces gens-là. Il y a un message qu'un jeune frère sénégalais m'a envoyé hier. J'ai eu la chair de poule. S'il m'écoute, il saura, je crois qu'il vit dans la ville de Napoli. Et il pourra témoigner sur cette vidéo que je suis en train de... Ce que je suis en train de dire. J'ai encore l'audio dans un de mes téléphones. Il m'a dit, il dit, Douin, il faut, au point où nous sommes arrivés là, ce n'est même plus les impérialistes notre problème. Ce sont les ennemis endogènes. Les politiciens, les panafricains, les ceci, cela, qui travaillent pour le système et qui nous ont infiltrés, qui sont parmi nous, hein, qui nous empêchent de nous débarrasser de ces sangsues-là.
Il faut que la jeunesse africaine, que le peuple africain commence à aller corriger leur famille. Il m'a dit, hein, le vocal est là, il dit, doyen, je t'en prie, il faut dire ça à la jeunesse. Quand ces gens se traitent là, il faut que les gens aillent chez leurs parents, corriger leurs parents. Si on corrige 2 parmi eux, ils vont arrêter ça. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Tu joues au con, tu tentes de trahir le pays, on te prend, on te fout en tôle sans jugement. En France, il y a ces lois. C'est chez nous, les gens sont là, hein, les gens sont en train de lutter pour essayer de donner dignité au peuple malien, au peuple africain. Il y a des gens qui vont se lever pour aller contre eux. Mais ayez un peu honte. L'histoire est sous vos yeux, je ne dis même pas d'aller derrière. Prenons seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Dites-moi. Et dites-moi un seul endroit où ils sont allés avec leurs armées et il y a la paix dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi un seul endroit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes arrivés à un moment du combat où c'est l'action. Le peuple doit se lever pour soutenir tous les politiciens dignes comme Touadéra, comme Koïta. Et je dis à tous les chefs d'État des colonies françaises, si vous prenez des positions claires, vous devez savoir que la jeunesse africaine aujourd'hui est consciente, est prête. Donc vous devez vous allier au peuple. Voilà ce que Koïta a dit aux Français. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le peuple malien qui décide. Le peuple malien dit il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça. C'est le peuple qui a décidé que je sois là. Moi, j'obéis à ce que le peuple dit. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle une république. Et c'est ce que Koïta est en train de construire pour le Mali, qui sera un exemple pour toute la sous-région. Les gens, on est là, on traîne encore dans ces histoires de francs CFA, éco. Nos populations souffrent, affamées partout. On tue à droite, à gauche. Il est temps que le peuple prenne ses responsabilités. D'abord, il faut la conscience individuelle. Qu'ensemble créera une conscience collective qui va permettre au peuple de pouvoir se défendre contre ses envahisseurs. On ne peut pas tout dire ici sur les vidéos. Mais voilà l'essentiel de notre situation et voilà le chemin que nous devons prendre. Il faut se lever dans toute l'Afrique pour demander le départ de la France et de toutes les armées étrangères sur notre sol. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Non le pouvoir d'une élite satanique, mondialiste, néolibérale, eugéniste, contre le peuple africain et contre l'humanité. Non, ça là c'est terminé. C'est un paradigme que vous ne pourrez pas imposer aux Africains. Ça fait trop longtemps que nous souffrons. Cette histoire-là doit prendre fin maintenant. Voilà, bonne journée à tout le monde, bon début de semaine. Mon silence ne veut pas dire que je suis absent. Nous travaillons derrière la ligne. Merci à vous, Konaré, activiste panafricaniste. On comprend effectivement, voilà, le ton qui est utilisé dans cette vidéo, parce que effectivement les positions sont aujourd'hui extrêmement radicalisées. Docteur Dabaris Ngodjou, on va en parler dans quelques minutes. Le temps de donner la parole à ce téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Guy Fondo. Confirmez-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Parfaitement. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est le frère Roland Kenny depuis l'Espagne. Merci à toute l'équipe Afrique Média. Merci à vous, M. Dabaris Ngodjou et M. Guy Fondo. Alors, vous voyez, mais moi, je pense que l'affaire de Wagner, sanctions et autres, tout ça, ce n'est que de la distraction. Mais puisque ceux qui parlent de sanctions, ce sont les spécialistes et même les chefs des créations de milices de toute nature impliquées dans des imbécilités sécuritaires en Afrique. Donc, quand vous voyez que l'Union européenne essaie de distraire les gens avec des sujets comme Wagner, des trucs comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours essayer d'être en avance sur eux. C'est parce qu'ils font juste ça pour animer la galerie. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire à la Russie. Le fait d'en parler, c'est juste, comme on dit, du blablabla. Mais en fait, c'est pour détourner l'attention des gens pendant que derrière, ils gagnent en temps en essayant de mettre en place un plan de nuisance plus prononcé. Vous voyez, c'est vrai, le combat est déjà à un niveau considérable et il faut mettre un accent particulier sur le niveau de nuisance des endocollants.
Mais ne vous inquiétez pas, vous voyez, Bazoum, comme ça, il a maintenant la pression. S'il commence à parler des enquêtes, c'est parce que il y a des autres chefs d'État qui lui ont dit que Assimi Goïta, il est avec la Russie. Et en fait, je ne sais pas si certains présidents l'ont déjà compris. Quand la Russie vous dit déjà que nous sommes avec vous, on va vous accompagner au Conseil de sécurité, ça veut dire qu'on ne peut plus prendre une décision à l'ONU pour venir vous attaquer comme on a bombardé Kadhafi ou on est venu déranger Gbagbo. C'est fini. Parce que tout ce qui va être dit là-bas, ils vont seulement mettre le veto, avec la Chine aussi qui suit, vous voyez. Donc, c'est ça, c'est la France en train de perdre considérablement la marge de manœuvre. Et puis, vous savez, si la France est autant hystérique, c'est parce qu'ils savent que lorsque les Russes, les instructeurs russes vont arriver avec tout l'armada au niveau du Mali, ils auront des satellites qui vont voir toute la sous-région, donc que ce soit au Niger ou à côté où il y a des petits théories qui se baladent dans la zone sahélo-sahélienne, ils seront vus via des images satellitaires. Et vous savez, lorsque vous êtes observé en permanence depuis le haut, vous ne pouvez pas bouger puisqu'on vous voit. Et ils ont les moyens de leur politique, les missiles, les drones et tout ça, pour les détruire en temps réel. En temps réel. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Voilà pourquoi vous voyez en Centrafrique, ils n'attaquent plus n'importe comment. Il y a juste quelques cas isolés de voyous excités, un peu cachés. C'est compliqué parce que tout est désormais contrôlé depuis le ciel, depuis le haut. On vous voit. Ils voient même les soldats français via les satellites russes. Ça se joue en haut. Et ça, les Français l'ont compris. Les Américains aussi ont compris. Ce qu'ils ont compris, c'est que jusqu'à un passé récent, la France était les sous-traitants officiels des Américains. Mais les Américains ont compris que la France a perdu la marge de manœuvre. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de multiplier maintenant les sous-traitants. Voilà pourquoi vous commencez à avoir des gens comme la Turquie, qui devient trop émancipée. Ils sont aussi en train d'avoir les sous-traitants au niveau de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'il nous faut davantage penser la stratégie pour voir plus clair. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pour Assimi Goïta, il doit davantage taper sur la table pour dire à la France de dégager ou de procéder à la rupture des relations diplomatiques. Il faut souvent le dire, la rupture des relations diplomatiques, parce qu'on est un continent à développer, on doit passer à autre chose. Le temps presse. Je vais m'arrêter là et merci encore. On va sortir avec vous, docteur Davaris Goudiou, bien en évoquant justement cette radicalisation extrême, voilà, qu'on constate aujourd'hui face aux exactions justement de la France sur le continent africain. Oui, justement, vous savez, comme on dit, hein, vous avez beau martyriser un peuple pendant ce nombre de temps, mais à un moment, même un chien qui vous est très soumis, qui est extrêmement docile, si vous ne passez pas autant de temps qu'à le battre, à un moment, il peut se rebeller contre vous, même si vous êtes son propre maître. C'est ce qu'on est en train de constater sur le continent africain. Et la France n'a pas pu se muer, gérer une certaine mutation. Pourquoi? Parce que beaucoup de puissances européennes, notamment l'Espagne, notamment le Portugal, pour ne pas citer aussi l'Allemagne, avaient des puissances coloniales. Mais ces nations ont pu se muer aujourd'hui, ça veut dire pouvoir exister sans avoir forcément à exploiter à outrance leur colonie. Mais la France, aujourd'hui, dans le contexte actuel, se rend compte qu'elle ne peut pas maintenir son même train de vie si elle n'exploite pas, si elle ne continue pas à exploiter ses colonies. Mais avec le temps, les colonies aussi ont des yeux ouverts. Avec le temps, les colonies ont besoin d'être émancipées, ont besoin d'améliorer les conditions de vie de leur population. Et maintenant, comme vous l'avez bien dit, sur le continent africain, on a comme impression que la France est extrêmement arrogante. Et ce type de comportement exacerbe le sentiment anti-français. Donc, face à une situation comme celle-là, on ne peut que voir que dans certains pays, beaucoup d'Africains sont même prêts à aller à l'extrême. Parce que quand vous avez vu les manifestations, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, face au convoi français, que ce soit au Niger, dont il a été question principalement tout au long de l'émission, on se rend compte que les peuples africains sont prêts à aller très très loin avec la France pour pouvoir avoir une réelle indépendance, car beaucoup de nations sont conscientes qu'aujourd'hui, l'indépendance dont tout a servi dans les années 60 n'ont été que les indépendances de façade. Merci à vous, docteur Davaris Goudiou. Merci d'être passé ce soir à débattre autour de l'actualité une fois de plus. C'est moi. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée et surtout ne bougez pas. Le journal africain est à suivre dans moins de 10 minutes maintenant. Ce sera avec Junior Wafo et juste derrière, bien sûr, vos programmes se poursuivent. Excellente soirée à toutes et à tous.